également le cabinet de conseil OpenSphere, cabinet de conseil en cybersécurité. Donc, comme l'a précisé Aurore tout à l'heure en introduction, Digital a souhaité vous proposer des webinaires tout au long de la semaine. Donc, j'ai l'honneur d'animer ce premier webinaire sur le thème de la cybersécurité et du télétravail. L'idée étant de vous partager quelques bonnes pratiques, de vous faire un petit peu prendre conscience des risques qui existent lorsque l'on est à la maison et lorsque l'on est dans un environnement qui n'est pas familier, et puis donner 2-3 trucs et astuces pour pouvoir améliorer et faire diminuer le risque et faire en sorte qu'on puisse télétravailler en toute sécurité. Donc, le petit sommaire, je vais vous reparler un petit peu de cybersécurité. Quelle est la définition de la cybersécurité? Alors, au risque de vous décevoir, vous allez voir, ce n'est pas hyper sexy, ce n'est pas comme dans James Bond, mais ça a l'avantage d'être simple. Et vous allez voir que la définition des critères permet de faire en sorte que toute la cybersécurité s'appuie dessus. Vous rappelez quelques vecteurs et les risques, les principaux vecteurs d'attaque et les risques que l'on suit au quotidien, en télétravail ou pas. Et puis après, vous présentez les bonnes pratiques. Donc, en tant qu'utilisateur, mais aussi côté informatique DSI, du côté de la DSI, puisque ils ont également, lorsqu'on est directeur informatique, des éléments de préparation. On verra ça ensemble. Et puis, en petite conclusion, je vous ai concocté quelques liens aussi pour pouvoir avoir des informations complémentaires, notamment sur les organismes publics français. Voilà, donc la cybersécurité, qu'est-ce que c'est? En fait, elle est définie par 4 principaux critères que l'on nomme habituellement DICP. Donc la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la preuve. Je fais une petite pause pendant que j'y pense. J'ai oublié de vous le dire en introduction, excusez-moi. Je vous propose qu'on pose les questions à la fin ou en tout cas que j'y réponde. Donc vous pouvez les poser tout au long du webinaire en saisissant en fait dans le chat, dans la conversation du groupe Zoom. Les questions, je les ai sous les yeux et je tâcherai soit d'y répondre en direct si j'ai l'opportunité de le faire, ou alors on les reprendra à la fin. Donc n'hésitez pas, s'il y a des petits points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, posez la question directement dans la conversation et puis je tâcherai d'y répondre à la fin. Et puis si on a le temps, on donnera la parole aussi à ceux qui veulent. Voilà, désolé pour cette petite parenthèse. Je reprends du coup donc sur les critères fondamentaux de la sécurité, la cybersécurité. En fait, la disponibilité, qu'est-ce qu'on entend par là? Et en fait, c'est faire en sorte que son informatique soit disponible au moment où on en a besoin. Faire en sorte que les serveurs fonctionnent. Alors, ça peut être 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais pas forcément. On peut très bien avoir des services qui ont besoin d'être disponibles qu'en fin de mois. Imaginez la paye, bon, ce n'est pas forcément un élément qui a besoin d'être des serveurs qui ont besoin d'être disponibles 24/7. L'idée, c'est être là quand on en a besoin. Donc, faire face aux afflux, par exemple, d'utilisateurs pour pouvoir toujours être disponible. On le sent bien là, en cette période de télétravail. On constate que certains serveurs manquent de disponibilité. Ils rament ou on n'arrive pas à y accéder. Donc, on comprend bien que ce critère est important. Le second critère, c'est l'intégrité. L'intégrité, qu'est-ce que c'est? C'est faire en sorte que les données ou les informations que l'on échange gardent leur valeur dans le temps. Donc, l'intégrité, ça va être, par exemple, une sauvegarde. Je souhaite qu'elle reste intègre parce que le jour où j'ai besoin de la restaurer, je souhaite qu'elle conserve tout son état d'origine et qu'elle restaure les données intègres et non altérées par rapport à ce que j'avais prévu. On
peut également parler d'intégrité sur, par exemple, des factures dématérialisées. Hein. On comprend bien que lorsque l'on va dématérialiser une facture, il est important que lorsqu'on la consulte, que ce soit au travers de son logiciel ou autre, elles doivent être intègres, ne pas avoir été modifiées, ne pas avoir été altérées. Ensuite, le troisième critère fondamental, c'est la confidentialité. Donc la confidentialité, c'est plusieurs concepts sous-jacents également. Le premier, effectivement, c'est la donnée ne doit être accessible qu'aux personnes nécessaires. Donc, on voit tout de suite apparaître en dessous de cela les concepts d'accès à l'information, la gestion des utilisateurs, les droits d'accès également, donc les rôles. On va avoir des droits d'administrateur, on va avoir des droits d'utilisateur. Et puis, également, on va avoir un concept, par exemple, de chiffrement de données, faire en sorte que la donnée, quand elle va transiter sur des réseaux, quand je vais l'envoyer par certains flux, elle reste confidentielle, donc elle ne puisse pas être lue par les personnes qui n'y ont pas accès. Et enfin, donc, la preuve, qui est un critère complémentaire. La preuve, c'est tout ce qui va permettre l'auditabilité, la traçabilité également. C'est comme ça qu'on l'appelle parfois. L'idée, c'est qu'on sache comment l'information a été, par qui elle a été modifiée, quand, et pour que l'on puisse, en cas d'audit, par exemple, remonter et avoir accès à cette information et savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, d'un point de vue plus technique, on va parler par exemple pour les équipements des logs, donc des logs qui vont enregistrer en fait tous les éléments qui se passent sur le système, comme les démarrages ou les connexions, et qui vont permettre ensuite de pouvoir faire de la traçabilité de l'information et de l'audit pour savoir ce qui a été fait. Donc, vous voyez que ces 4 critères sont assez basiques, même s'ils regroupent quand même énormément de sous-concepts également. Et le principe de la sécurité, c'est de faire en sorte tout simplement que l'ensemble de ces critères soit toujours intègre et soit toujours réalisé. Voilà. Donc ça, c'était une première récapitulatif de ce qu'est la cybersécurité. Maintenant, en termes de contexte de la cybersécurité, hein, on sait qu'on a beaucoup de choses qui se passent. Et ce que je voulais vous présenter, en fait, ce sont les vecteurs d'attaque et les risques. On va parler de risques beaucoup en cybersécurité. Hein. Quels sont les risques encourus et comment protéger, comment gérer ces risques surtout. Je voulais vous présenter cette petite carte. Vous retrouvez donc l'URL qui est au centre de la carte, qui montre en fait des attaques qui se produisent en permanence. Donc, en fait, ce sont des cartes qui sont éditées par soit des chercheurs en cybersécurité ou alors des éditeurs de cybersécurité comme les compagnies d'antivirus et autres, et qui, au travers des différentes sondes qu'ils possèdent sur l'infrastructure Internet dans le monde entier, ils mettent à disposition cette information de manière graphique. Et donc, c'est une petite vidéo, hein, si vous allez sur le site, que vous verrez jouer. Et on voit, donc là, on a un historique sur les dernières années, les derniers mois, et on voit en fait ce qui se passe, non pas en temps réel, mais ce qui a été enregistré donc, sur des attaques en cours qui sont remontées par les éditeurs. Et ce que je voulais vous faire apparaître sur cette carte, vous voyez le rond rouge et la flèche rouge, en fait, c'est que nous, à La Réunion, on n'est guère différent du reste du monde. Donc, ne pas croire que nous sommes isolés sur un petit caillou au milieu de l'océan Indien. Vis-à-vis de l'Internet, on est relié au reste du monde comme partout ailleurs et on a potentiellement les mêmes risques d'attaque que partout sur la planète. Donc, les principaux vecteurs d'attaque qui sont recensés ces dernières années, vous
vous les connaissez, hein, ou vous en avez entendu parler en tout cas. Donc, je fais un petit rappel rapide quand même. Le principal vecteur aujourd'hui, en fait, d'attaque, c'est le phishing, hein. Donc, le phishing, vous savez, ce sont des faux emails qui vous sont envoyés. Ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, ça va imiter des sites web officiels. Ça va être votre banque qui va vous demander de saisir de l'information confidentielle dans ce mail. Donc, par exemple, qui va vous mettre un petit peu la pression en vous disant si vous ne répondez pas dans les 48 heures, votre compte va être désactivé. Donc, quand on reçoit certaines personnes se font avoir, évidemment, hein, on peut plus se passer de sa banque. Donc, ils vont essayer de vous inciter à saisir de l'information confidentielle pour la réutiliser ensuite. Donc, le phishing, voilà, l'envoi d'emails malicieux. Donc, c'est très, très, très fréquent, très important, de plus en plus élaboré, je dirais. Donc, auparavant, on avait des fautes d'orthographe ou des éléments qui nous faisaient, c'était pas écrit en très bon français. Donc, on arrivait à se douter rapidement que c'était un phishing. C'est de moins en moins vrai. Donc, il faut vraiment faire attention à tous les mails non sollicités que l'on reçoit et se poser la question avant de cliquer sur les pièces jointes qui potentiellement peuvent déclencher des malwares et des virus sur votre poste. Principalement, ce que l'on recense, ce sont les ransomware. Donc, ce sont des virus qui vont chiffrer votre disque dur ou vos serveurs et qui vont vous demander une rançon en échange pour pouvoir déchiffrer les serveurs ou les disques durs. Donc, ça ne fonctionne quasiment jamais, donc il ne faut pas payer. Le mieux, c'est évidemment d'éviter d'avoir à le faire et donc faire attention au phishing. Ensuite, on a également un deuxième vecteur d'attaque assez présent. Tout comme le premier, on l'a recensé à La Réunion les années précédentes, ce que l'on appelle le FOVI. Ce sont les faux ordres de virement ou l'attaque au président. Donc, c'est ce qu'on appelle du social engineering. Donc, une personne va appeler le comptable, par exemple, en se faisant passer pour le président et va tenter de l'arnaquer et en lui faisant faire un virement à son insu. Donc, en lui mettant la pression, en lui faisant miroiter de la confiance ou en lui demandant de faire ça en toute discrétion parce qu'il est en train de signer une affaire extrêmement confidentielle. Donc, ce sont des arnaques qui sont très bien faites également. En général, par exemple, les pirates savent que souvent la personne visée est en voyage, donc ils vont se baser sur des faits qui sont assez précis et véridiques pour prendre au piège en fait des personnes un petit peu crédules ou mal préparées qui vont se faire avoir. Il ne faut pas le sous-estimer, hein, c'est vraiment très, très, très bien fait. Donc, sensibiliser les personnes pour leur faire prendre conscience que ça existe. Mettre en place des process de double signature, par exemple, aussi vont permettre de bloquer ce genre d'arnaque. On a un troisième vecteur d'attaque, ce qu'on appelle les dénis de service. Comme je le mentionnais tout à l'heure, certains serveurs actuellement en sont un petit peu victimes, mais à leur insu. Le déni de service, en fait, l'attaque se fait par la multitude du nombre de postes qui vont chercher à se connecter sur un serveur, par exemple. Donc, on a le cas en ce moment un petit peu sur certains serveurs qui rament. En fait, ils sont entre guillemets victimes de déni de service, bon, qui ne sont pas volontaires cette fois. Ce ne sont pas des pirates qui le font, mais en tout cas, voilà, les serveurs ne sont pas en capacité d'absorber une charge trop importante et arrêtent de fournir le service qu'ils devraient fournir en temps normal. Un quatrième vecteur d'attaque, ce sont ce qu'on appelle les systèmes obsolètes. Et donc, les OS, par exemple, qui ne sont pas mis à jour. Donc, il est
très important de mettre à jour ces systèmes. Pourquoi? Parce que tous les jours, il y a des chercheurs en cybersécurité qui découvrent des vulnérabilités sur des systèmes existants et les éditeurs de logiciels donc, mettre à disposition du grand public des correctifs au travers des mises à jour. Donc, quand des vulnérabilités sont connues, bah, parfois elles peuvent permettre de donner l'accès à un poste ou d'accéder à des données confidentielles ou importantes. Donc, il est vraiment important de mettre à jour ces systèmes, ces serveurs, mais également ces applications. Hein. Souvent, certains logiciels sont vulnérables, que ce soit des CMS, par exemple, sur Internet pour des sites web, que ce soit des logiciels d'édition graphique. Voilà. Il faut donc faire attention à cela. Ensuite, une erreur commune également, un autre vecteur d'attaque sont les erreurs de configuration. Je le mentionnerai également un petit peu plus loin. Hein. Vous verrez que beaucoup de logiciels ou de matériel sont fournis avec des mots de passe par défaut ou des ports qui sont ouverts sur Internet. Et ce sont ces informations qui sont connues de tout le monde qui sont utilisées ensuite comme des vecteurs d'attaque qui vont permettre à des pirates de s'infiltrer dans des systèmes via des ports qui sont ouverts ou de prendre le contrôle de certains équipements en utilisant des mots de passe par défaut qui n'ont pas été changés, par exemple. Enfin, donc, je vais passer rapidement. Donc, il y a également des applications web qui sont vulnérables, je l'ai évoqué un petit peu, et puis des malwares qui sont des virus, qui sont en fait les éléments qui sont propagés au travers des vecteurs comme le phishing, par exemple, d'éléments. Voilà. Ça, c'était un petit rappel des principaux vecteurs d'attaque et des risques. Et ce sont ces risques-là auxquels on va faire face en télétravail également. Ce qui change, c'est que, comme je disais en introduction, on n'est pas dans son environnement habituel. Donc, on est à la maison, on se sent peut-être un peu plus protégé ou en tout cas protégé différemment et peut-être qu'on va en oublier un petit peu les bons réflexes à avoir. Donc, je voulais vous proposer un certain nombre de bonnes pratiques à se rappeler, à mettre en œuvre si possible lorsque l'on est à la maison pour garantir la prise en compte, la gestion de certains risques et garantir un certain niveau de sécurité. Le premier élément que j'évoquais il y a quelques secondes dans mon slide précédent, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, en fait, à changer les mots de passe de vos équipements personnels. Donc, on peut entendre par là les box Wi-Fi, par exemple. Hein. Bon nombre d'entre nous utilisent cela pour se connecter à Internet à la maison. Parfois, sur des vieux équipements, hein, je crois que ce n'est plus le cas maintenant, mais sur des vieux équipements, si vous avez une box depuis quelques années, il est possible que cette box ait encore ses configurations par défaut, avec un mot de passe admin, un login admin et un mot de passe qui peut être admin également, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est facile à trouver, hein, quand on va sur Internet et qu'on cherche le guide utilisateur des équipements, on va bien souvent trouver ces informations, des configurations par défaut. Donc, faire attention. Pareil, si vous avez des caméras de vidéosurveillance, ce sont souvent des équipements auxquels on ne pense pas et je vous invite donc à changer vos mots de passe par défaut. Le risque, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que des pirates y accèdent et puissent, par exemple, visionner les flux vidéo qui sont chez vous. Il faut savoir qu'il existe certains moteurs de recherche spécialisés qui mettent à disposition des vidéocaméras ou un ensemble d'IoT qui sont en accès libre sur Internet.
Donc, faites attention à ça. Vérifiez également que votre Wi-Fi est bien configuré en WPA2, qui est une norme beaucoup plus sécurisée que le web qui était utilisé précédemment. Donc, normalement, c'est le cas des dernières box, mais ça ne mange pas de pain de jeter un petit coup d'œil et de vérifier. Ensuite, utilisez le VPN d'entreprise, si possible, si il a été mis à disposition. Pourquoi? Pour des questions de confidentialité, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Le VPN, il va vous garantir que l'information qui transite sur le réseau est chiffrée. Et donc, que cette information, personne d'autre ne pourra y accéder pendant son transit. Il va vous garantir aussi que vous vous connectez sur le bon serveur. Donc, ça aussi, c'est important. Et donc, en fait, il va vous créer un petit tunnel sécurisé qui va vous permettre d'accéder directement sur le réseau de l'entreprise, comme vous le faites quand vous êtes au bureau. Ensuite, utilisez uniquement les équipements professionnels fournis par l'entreprise. Donc, il faut prendre l'habitude de séparer un petit peu les utilisations personnelles et professionnelles. Pourquoi? Parce que peut-être que vos équipements personnels sont un petit peu moins sécurisés. Peut-être que vos enfants y ont accès et qu'ils ont installé des logiciels de jeu qui ne sont pas forcément téléchargés sur les stores officiels et qui peuvent contenir des virus. Donc, faites attention à ça, ne pas mélanger les deux mondes. Alors, je sais que ce n'est pas facile. Voilà, l'entreprise, on le verra tout à l'heure dans les bonnes pratiques pour la DSI, devrait vous mettre à disposition un matériel sécurisé et que je vous encourage vivement à utiliser. Vérifiez que votre antivirus est bien à jour. Donc, c'est une des protections, une des barrières indispensables aujourd'hui. J'aurais pu mettre le firewall aussi personnel si vous en avez un. L'antivirus, pourquoi? Parce qu'il va quand même vous protéger si vous recevez des phishing ou des mails avec des malwares attachés. En général, les antivirus sont capables de réagir, pas forcément le jour J. Il faut savoir que le temps que les virus soient découverts, il peut se passer quelques heures et le temps que les éditeurs de logiciels mettent à jour les signatures de virus et vous les envoient. Votre antivirus, il va télécharger les dernières signatures. C'est uniquement ces dernières signatures qu'il sera capable de détecter. Donc, les virus les plus récents peuvent potentiellement passer au travers des mailles du filet, d'où l'intérêt d'être vraiment vigilant lorsque l'on reçoit un mail et potentiellement d'attendre quelques jours pour l'ouvrir si on se pose un petit peu la question, le temps que l'antivirus puisse se mettre à jour, par exemple. Ensuite, un petit conseil aussi d'expérience personnelle, verrouillez votre session lorsque vous vous éloignez de votre poste. C'est sans doute une habitude que vous avez déjà au bureau, mais à la maison, il faut garder cette bonne habitude. Hein. Pourquoi? Parce que les enfants peuvent traîner dans le coin et faire des bêtises avec l'ordinateur de papa ou de maman qui est allumé et qui est sur l'explorateur de fichiers et supprimer malencontreusement un certain nombre de données que l'on ne souhaitait pas forcément voir effacées. Et effectivement, ne laissez pas ces équipements entre les mains des enfants. Hein. Comme je vous disais, parfois ils vont télécharger des jeux qui peuvent contenir des virus. Donc, important de bien séparer, de bien cloisonner l'environnement professionnel de l'environnement personnel. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'il ne faut pas faire de sauvegarde et de sauvegarder, si possible, sur un espace de l'entreprise dédié à cela. Donc, renseignez-vous auprès de votre administrateur ou auprès de votre service informatique pour savoir si les fichiers sur lesquels vous travaillez sont bien sauvegardés. Si vous êtes sur des environnements cloud, il est probable que vos fichiers soient sauvegardés automatiquement, si tant est que vous travaillez bien sur ces fichiers-là.
Maintenant, si vous devez copier des fichiers en local sur votre poste pour travailler lorsque vous êtes déconnecté, pensez à bien les republier sur l'espace sauvegardé de l'entreprise. Ensuite, relisez et appliquez la procédure à suivre en cas d'incident ou de fonctionnement anormal. Hein. Si vous détectez quelque chose d'un petit peu anormal, des pop-up qui peuvent s'ouvrir de votre antivirus, par exemple, et c'est mon cas hier encore où je surfais sur un site réunionnais et en fait, mon antivirus a détecté que le site web avait été compromis et il a bloqué en fait le téléchargement d'un virus potentiellement. Donc, dans ce cas-là, il faut tout de suite prévenir la DSI pour qu'il vous indique la procédure à suivre, qui vérifie que votre poste n'a pas été compromis et fasse le nécessaire pour aussi potentiellement le mettre en quarantaine. C'est d'actualité si il était malheureusement infecté. Parfois, dans la précipitation, on va un petit peu oublier, avant la mise en place du télétravail, de s'assurer qu'on peut accéder aux ressources dont on a besoin. Alors, c'est de moins en moins vrai, certes, mais parfois, le serveur d'entreprise, le serveur de fichiers n'est pas accessible. Donc, on est en télétravail et on n'a pas forcément accès aux bonnes ressources. Ce qui va nous obliger, par exemple, à demander à l'administrateur de nous les envoyer les fichiers par mail. Et donc, on va travailler sur des versions qui ne seront pas synchronisées. Il faudra penser à sauvegarder, donc re-sauvegarder après avoir travaillé dessus. Donc, voilà, un petit peu d'organisation là. Faire en sorte, effectivement, de s'assurer que j'ai bien accès aux ressources nécessaires pour mon travail au quotidien, même quand je ne suis pas au bureau. Ensuite, l'utilisation des applications de visioconférence. Vous l'avez peut-être lu dans la presse, hein, on a pas mal d'applications là qui se sont fait un petit peu pirater entre guillemets, ou en tout cas on a des éléments perturbateurs qui vont venir dans une session Zoom ou autre et qui vont publier du contenu outrageant ou autre, donc à sécuriser, donc en utilisant des ID qui sont pas publics et en mettant les participants dans une salle d'attente avant de les faire rentrer, de manière à bloquer ce genre de mésaventure, entre guillemets. Enfin, en cette période, hein, soyez vigilants par rapport aux arnaques, au phishing dont je parlais tout à l'heure, aux fake news liées au contexte du coronavirus. Hein. Les experts remarquent qu'il y a une très très forte augmentation du phishing lié au coronavirus. Hein. Donc, il y avait notamment des faux logiciels de cartographie pour voir la propagation du virus sur la planète qui étaient en téléchargement et qui ont été utilisés pour infecter des machines. Donc, attention à cela. En cette période, les pirates surfent malheureusement sur le contexte. Pardon. Alors, concernant la DSI, quelques recommandations aussi. Donc, du côté de l'entreprise, effectivement, il est important d'être préparé également au télétravail. La première chose à faire, c'est d'intégrer le nomadisme et le télétravail dans la politique de sécurité de l'entreprise. Ce n'est pas déjà fait. Et donc, de prendre en compte les différents éléments que l'on a pu voir précédemment ou qu'on va voir en dessous. En particulier, sensibiliser les utilisateurs aux risques, comme nous sommes en train de le faire, qui sont liés au télétravail. La mise en place d'une procédure de gestion d'incidents. Donc ça, c'est important pour ne pas être pris au dépourvu. Hein. Quand on est confronté à une attaque, si on n'est pas préparé, on va réagir de la pire des manières qui soit. On va faire des bêtises. Donc, il est important d'avoir vraiment cette procédure, qu'elle soit connue et communiquée à l'ensemble des collaborateurs
et que ceux-ci sachent, par exemple, que faire en cas d'incident, qui contacter, comment le contacter. Par exemple, ça peut être au travers de la mise en place d'un canal de communication alternatif, par exemple de flux WhatsApp ou autre, à utiliser uniquement en cas d'incident, puisque si vous êtes en cours d'incident, potentiellement, vous n'aurez plus accès à votre équipement informatique ou au système d'information de l'entreprise. Donc, forcément, il vous faut des canaux de communication autres, mais qui sont préparés et qui sont connus de tous pour pouvoir faire face à l'accident et reprendre l'activité à la fin de l'accident. Pour que les utilisateurs puissent avoir des accès VPN, il faut les créer. Il faut penser aussi à adapter la bande passante entrante. On constate aussi chez certains de nos clients, en fait, qui étaient habitués à avoir quelques accès VPN pour la direction, par exemple, qui aujourd'hui se retrouvent avec 20 ou 30 ou 50 utilisateurs en VPN. Malheureusement, la bande passante ou les serveurs frontaux n'ont pas toujours été bien dimensionnés et ne s'attendaient pas à avoir autant de flux. Et on a des lenteurs, on a beaucoup de difficultés pour accéder aux serveurs de fichiers. Donc, ça peut être contraignant, voire très difficile à gérer. Je lisais un article ce matin sur des entreprises en métropole qui ont plusieurs centaines d'utilisateurs ont été obligés de remettre en place les 3 et 8 pour étaler en fait les connexions sur 24 heures et faire en sorte que les gens puissent se connecter au système d'information au travers des VPN. Donc, une réorganisation là aussi du travail nécessaire, ce n'est pas forcément celle qui était attendue, et qui permet de contourner un petit peu les manquements et les contraintes de bande passante notamment. Vos utilisateurs auront du matériel qui doit être sécurisé, donc du chiffrement de disques, évidemment, pour qu'en cas de vol, les données ne soient pas déchiffrables. Les antivirus à jour, on l'a dit, donc avoir des consoles antivirus qui permettent de gérer un parc complet à distance et de s'assurer qu'il est bien mis à jour. Et puis restreindre les privilèges des utilisateurs sur son poste. Éviter que l'utilisateur soit admin sur la machine, ce qui ralentira potentiellement les virus ou les malwares qui n'auront pas d'accès privilégié sur le poste si celui-ci est compromis. Ce qu'il est également recommandé, c'est de temps en temps de vérifier la dureté des mots de passe des utilisateurs. Il faut savoir que malheureusement, beaucoup de mots de passe faibles sont craqués rapidement et donc sont un risque. Alors, je vous déconseillerais quand même de faire une passe sur les mots de passe actuellement, alors que vous êtes en télétravail, puisqu'il peut y avoir des risques de changements qui n'aboutiraient pas et donc de bloquer complètement les utilisateurs. Néanmoins, sur des applications critiques, faites quand même attention pour être bien sûr que l'ensemble des utilisateurs utilisent des mots de passe forts ou des passe-phrases. On conseille aujourd'hui d'utiliser une phrase avec des majuscules, avec des mots qui sont collés les uns aux autres, avec des majuscules à chaque début de mot, par exemple, et puis des caractères spéciaux, ce qui permet d'être très difficile, voire impossible à craquer. Et puis également utiliser autant que faire se peut des logiciels de gestion de mots de passe, ce qu'on peut appeler coffre-fort de mots de passe, pour stocker ces mots de passe et ne pas devoir vous en rappeler. On sait très bien qu'il est impossible pour une personne de retenir 20, 30, 50 mots de passe. Donc l'utilisation de coffre-fort est une solution qui permet de pallier à cela. Côté DSI, toujours, je vous parlais du critère de traçabilité. Pour qu'on puisse tracer l'information, il faut vérifier que les journaux soient mis en place avant pour permettre la supervision et puis les analyses
les analyses forensiques, par exemple, qui peuvent être conduites après un piratage. Si on n'a pas les logs nécessaires, il sera impossible d'analyser l'attaque, de savoir par où l'attaquant est entré, où est-ce qu'il est encore présent dans le système. Évidemment, lui, le pirate, de son côté, son petit jeu, ça va être d'essayer d'effacer ses traces pour qu'on ne puisse pas le remonter. Mais en tout cas, il faut absolument vérifier que la journalisation est en place sur les équipements au moins de sécurité périmétrique et également, si possible, avoir un outil de collecte des logs et d'alerting pour détecter des alertes et des utilisations un petit peu bizarres de ce qui se passe. S'assurer de la possibilité pour le collaborateur d'accéder aux ressources dont il a besoin, effectivement, c'est évidemment un prérequis pour qu'il puisse travailler. Attention aussi, dans l'urgence, parfois, on a tendance à aller au plus simple et ça mène vers ouvrir l'ensemble des droits parce qu'on n'a pas pris le temps d'avoir créé le bon profil d'utilisateur pour ses collaborateurs en télétravail. Donc, on va malheureusement, par manque de préparation, dans le feu de l'action, potentiellement ouvrir trop de droits et souvent qui peuvent conduire à des risques importants puisque ce sont ensuite des éléments qui pourront être utilisés par les pirates. Et puis, enfin, le conseil que je vous donne, malheureusement, préparez-vous à affronter une cyberattaque. Hein. Comme je vous le disais, ce n'est pas quand on est dans le feu de l'action qu'on va avoir les bons réflexes. Donc, ça peut être très basique, hein, ça peut être une simple procédure, mais en télétravail, enfin en tout cas pendant cette période de télétravail, on a des nouvelles contraintes qui vont apparaître. Par exemple, si en tant qu'administrateur, vous devez vous déplacer sur le data center qui héberge vos serveurs pour pouvoir avoir une action dessus, en période de confinement, ce n'est pas forcément évident. Vous n'avez pas l'attestation qui va bien, etc. C'est la panique. Bref, voilà, on comprend qu'il faut être préparé, il faut penser à de l'organisation essentielle, penser un petit peu aux différents scénarios qui peuvent se produire et avoir pour chacun de ces scénarios une réponse à incident adaptée. Ça ne sert à rien de monter non plus des usines à gaz qui risquent d'être plus néfastes qu'autre chose. Donc, de l'organisation et puis tester un petit peu ce qui pourrait se passer si vous étiez confronté à une cyberattaque en ces temps de confinement avec l'ensemble de vos collaborateurs en télétravail. Voilà pour vous présenter ces quelques recommandations pour que ce soit côté donc, utilisateur et côté DSI. Évidemment, il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent être mis en place. Hein. Là, l'idée, c'était de vous faire découvrir un petit peu, de vous sensibiliser au risque, de vous faire réfléchir pour pouvoir potentiellement travailler sur la mise en place de ces bonnes pratiques également, qui vont être parfois spécifiques à votre propre entreprise. Je voulais vous ajouter quelques liens utiles. Donc, le CLUSIF, qui est le club des utilisateurs de la sécurité français, qui a une déclinaison à La Réunion, un club régional, le CLUSIR Réunion, qui a pour objectif de sensibiliser aux bonnes pratiques. Donc, le CLUSIF publie un certain nombre de bibliographies qui sont disponibles. Par exemple, ici, je vous ai fait apparaître en fait une publication sur une cartographie 365. On sait que c'est un outil qui est très, très utilisé actuellement, hein, puisqu'il est très bien adapté pour le travail collaboratif à distance. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de risques qui doivent être pris en compte. Et le CLUSIF a fait cette publication.
spécifiques. Concernant les mots de passe, vous avez un site d'un chercheur qui s'appelle Have I Been Found, qui recense en fait les bases de données des principales bases de données de mots de passe qui ont leaké dans la nature. Et donc, vous pouvez, c'est un site qui est sécurisé, donc vous pouvez tester vos adresses mail sur ce site pour voir si elles apparaissent dans une base de données qui aurait été piratée. Donc, potentiellement, si vous avez pris la mauvaise habitude d'utiliser les mêmes mots de passe pour plusieurs applications, potentiellement peut être vulnérable. Donc, allez checker ce site. Je vous ai mis également Virus Total, qui est un site qui permet de tester des fichiers ou des URL et de vérifier avec une cinquantaine, voire une soixantaine, je crois, d'antivirus du marché. Vérifier si le fichier que vous avez reçu n'est pas corrompu ou n'est pas vérolé. Donc, intéressant comme site. On va recenser un certain nombre de sites web également qui sont piratés. Donc, ça peut être utile. Vous avez aussi donc, les guides de l'ANSSI, donc www.ssi.gouv.fr, qui vont vous être mis à disposition sur le site, qui vont vous fournir beaucoup de guides de recommandations, que ce soit sur le nomadisme, mais sur tout un tas d'autres guides très bien faits. L'hygiène numérique, par exemple, en est un. Vous avez le MOOC de l'ANSSI, donc les cours de l'ANSSI, cybersécurité, c'est CNUM Academy, donc qui est bien fait. Si vous avez un peu de temps en ce moment, bah, ça peut être l'occasion. Ensuite, Cybermalveillance, donc qui est un site qui recense en fait les différentes attaques en cours. Si vous subissez une attaque, vous pouvez donc la déclarer et faire appel à des prestataires qui sont référencés dessus. Et puis, donc je vous ai remis aussi la map, Digital Map Attack, qui est la cartographie des attaques en cours, là, est assez impressionnante. Et pour finir, un petit guide aussi pour ceux qui ont des enfants à la maison. Je voulais finir avec ça aujourd'hui. Un petit guide qui sont les cahiers SecNum de l'ISA, qui permet les as du web. Donc, vous voyez la petite photo là qui permet, donc le PDF est disponible en ce moment, qui permet d'initier les enfants à la cybersécurité. Je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil, c'est très bien fait. Et si vous avez les enfants à la maison, bah, c'est le moment de les initier aussi à la cybersécurité. Voilà pour cette présentation. On est dans les temps, je pense. Donc, on peut passer à la séance de questions-réponses. C'est une bonne remarque. Je n'ai pas parlé de l'aspect réglementaire, notamment du RGPD, effectivement, qui reste en vigueur à la maison aussi. Hein. Donc, effectivement, on peut avoir des situations qui sont un petit peu délicates vis-à-vis du confinement, vis-à-vis du télétravail. Et, alors, je ne suis pas un spécialiste du RGPD hein, sur les aspects juridiques, en tout cas. Mais effectivement, s'assurer qu'on est toujours dans la légalité à la maison avec le RGPD toujours en vigueur. Alors, j'ai une question de Stéphanie qui me demande comment faire face au problème d'afflux sur la bande passante. Effectivement, c'est une bonne question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en lisant un petit peu d'infos là sur des sites qui se rejoignent, il semblerait que ce ne soit pas forcément les réseaux qui rament le plus en ce moment, en cette période, mais plutôt les serveurs. Alors à La Réunion, hein, le cas est un petit peu particulier puisque je crois que le SAFE est encore
cours de réparation et n'offre pas forcément la bande passante totale qu'ils pourraient fournir. Je crois que les réparations sont prévues courant avril, mais d'après ce que je lis, d'après plusieurs fournisseurs et des chercheurs en sécurité indépendants aussi, ce sont plutôt les serveurs qui ne tiennent pas le choc, les montées, et qui font face à de l'indisponibilité plutôt que les réseaux. Maintenant, si par rapport au CEF, effectivement, si vous travaillez à La Réunion, si vous vous connectez à vos serveurs d'entreprise qui sont hébergés à La Réunion, normalement, vous ne devez pas avoir ces problèmes liés potentiellement au CEF de bande passante, puisque vous bénéficiez des boucles locales des opérateurs. Et donc, on a des accès en local qui sont très bons, puisque je pense que la plupart du territoire est couvert en fibre optique, ce qui permet d'avoir des taux de transfert importants. Et par rapport à, effectivement, je vois que, a priori, la réparation du CEF serait prévue pour le 4 avril. Voilà. Alors, les moyens alternatifs, effectivement, quand on fait face à de la bande passante, à des problèmes de bande passante, ben, moi, je sais que personnellement, par exemple, j'ai le Wi-Fi qui est un petit peu saturé à la maison, parfois. Ma femme fait du télétravail également et de la visioconf. Mes enfants suivent parfois des cours également en visioconférence. Donc, moi, je bascule de temps en temps en 4G, ce qui permet d'alléger un petit peu le Wi-Fi et qui peut résoudre ce problème. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, la 4G a plutôt bien fonctionné quand j'en ai eu besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent prendre la parole et ajouter des compléments d'information. Je ne sais pas si, Aurore, tu vois les gens, il faut qu'ils lèvent la main. Je ne sais pas. Une question qui est apparue donc, sur la sécurité des fichiers dans le cloud ou sur Dropbox. Peut-on déposer des fichiers sensibles, confidentiels, sans risque? C'est une question assez complexe, à laquelle je serais tenté de dire que selon la sensibilité des données et la confidentialité des données, il vaut mieux pas se fier uniquement à la sécurité fournie par certains opérateurs de cloud. Vous citez dans votre question Dropbox ou d'autres. Vous pouvez, en complément, utiliser ce qu'on appelle des containers sécurisés qui vont chiffrer vos fichiers sensibles et dont vous seul en fait possédez les clés de déchiffrement et avant de les stocker. Donc, une façon de faire, c'est effectivement d'utiliser des containers sécurisés, de chiffrer vos fichiers et ensuite de les déposer sur le cloud pour qu'ils soient encore mieux sécurisés. Pour Dropbox, on me pose la question, est-ce qu'on n'aurait pas un souci de RGPD? J'avoue que je ne sais pas si Dropbox est RGPD compliant, notamment au sens de l'hébergement de données en Europe. Il faudrait vérifier si Dropbox fournit, je crois que certains autres fournisseurs de cloud le font. Ils ont des hébergements qui sont en Europe et qui sont donc conformes au RGPD. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a une législation américaine qui s'appelle le Cloud Act, si je ne dis pas de bêtises, qui permet au gouvernement américain potentiellement d'accéder à tous les fichiers qui sont hébergés par des sociétés américaines, même en Europe. Donc, potentiellement, sur des données très confidentielles, même si elles sont hébergées en Europe, si c'est des sociétés américaines, le Cloud Act
permet d'y accéder. Donc, pas sûr que selon votre niveau de criticité, de sensibilité, ce soit une réponse. Il y a Safia peut-être qui voulait prendre la parole. Je ne sais pas, Aurore, si tu veux, j'active Safia. Ah. Oui, bonjour. 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 Oui. Non, c'était Aurore qui posait la question elle ne savait pas sur lever Ah oui. main. Voilà. Non, mais j'entends hein, sur la loi RGPD, mais en fait, depuis ce dispositif-là, il y a trop de publicité. Et c'est vrai que ces informations de webinaire nous apportent les éléments de réponse qu'on se posait, quoi. Et en tout cas, merci pour votre intervention ce jour, parce que on n'y prête pas attention, quoi. Hein, voilà. Ouais. Merci. Bonjour. Oui, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour Shafik. Je me permets d'intervenir pour juste compléter un peu là, ce que tu as fait, qui était très très bien. Juste rappeler là, sur la partie télétravail, tu l'as mentionné là, de ne pas faire, de faire attention à ne pas se précipiter. Effectivement, là, ce qu'on a comme tendance, justement, actuellement, depuis cet épisode, cette crise, c'est les gens qui activent en fait sur leur poste de travail le bureau à distance. Oui. Qui vont activer le bureau à distance par facilité et donc pour pouvoir accéder à leur machine à la maison. Là, c'est très très dangereux. Oui. C'est vraiment déconseillé parce que tout simplement, en fait, là, vous ouvrez une porte parce que votre poste de travail, en règle générale, il n'est pas forcément très bien sécurisé et vous ouvrez une porte directe à votre entreprise via l'extérieur. Donc, il faut passer par des plateformes. Donc, normalement, dans les entreprises, vous avez des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes RDS ou Citrix, qui sont mis en place, des plateformes professionnelles pour pouvoir accéder à l'infrastructure de l'entreprise de façon plus sécurisée via un VPN. Donc, attention à l'utilisation du RDP, attention à l'utilisation de tout ce qui est outils de prise en main à distance tels que TeamViewer, VNC Viewer aussi. Oui. Pareil, c'est très facile hein, de mettre ça en place, mais par contre, en termes d'administration, en termes de sécurité, c'est pas forcément c'est pas forcément très très bien géré. Donc, vaut mieux vraiment passer par une plateforme sécurisée. Ensuite, sur la question par rapport au Dropbox et au RGPD, moi, je vais juste compléter sur le fait que clairement, on conseille, si vous devez utiliser des outils cloud, c'est d'utiliser des outils où entre guillemets, votre entreprise à la main en termes de sécurité. L'inconvénient du Dropbox et notamment WeTransfer, hein, qui est beaucoup utilisé, c'est qu'effectivement, on ne sait pas exactement où les données vont être localisées. Et par rapport à RGPD, effectivement, c'est un cas de non-conformité. Les données peuvent être un peu partout avec WeTransfer, beaucoup en règle générale aux États-Unis. Et en fait, la non-conformité vient du fait que en fait, les États-Unis, c'est pas forcément le pays entier n'est pas considéré comme en adéquation au RGPD. C'est que certaines entreprises qui ont souscrit au Privacy Shield. Et donc, il y a des entreprises américaines qui proposent des services et en fait qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas considérés comme en adéquation. Donc, il faut regarder pour chaque entreprise qui propose des solutions cloud, regarder s'ils ont signé l'accord, le Privacy Shield. Et à partir de là, effectivement, ils sont en adéquation et on peut utiliser leurs services pour déposer des données. Malgré ça, il faut faire attention sur la partie gestion de la sécurité. Il faut absolument avoir la main, savoir effectivement les données sont localisées à tel endroit, qui accède à mes données. Ce qui n'est pas le cas. Un lien WeTransfer, en fait,
on a l'impression que les données sont, eux, ils disent que les données vont être effacées juste après, au bout de quelques instants. En fait, ce n'est pas le cas. Les données, on peut les retrouver encore. Et en plus, l'inconvénient, c'est que le lien peut être partagé à n'importe qui, sans que vous le sachiez. Donc, ça signifie, vous envoyez un lien à un utilisateur, il peut l'envoyer à un autre, et donc, en fait, vos données sont accessibles à plusieurs personnes sans que vous vous rendiez compte. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de prendre des outils. Moi, je n'ai pas de conseils. Moi, j'utilise OneDrive que j'estime bien d'Office 365, et je sais exactement à quel moment les données sont utilisées. Si je partage un lien, je peux restreindre sur le fait que ce lien ne soit pas, par exemple, transféré à quelqu'un d'autre. Je peux savoir à quel moment le lien a été utilisé et où. Donc, on a une meilleure traçabilité, ce que tu disais au début, le fait d'auditer. On a une meilleure traçabilité sur ce type d'outils. Donc, voilà, donc un peu mes conseils par rapport à la partie télétravail, à la partie RGPD et à la partie cloud aussi. Merci. Merci. Merci à toi, Shafik, effectivement, pour ces compléments d'information très, très intéressants. Donc, on me demande si la présentation sera disponible. Ouais, on va vous mettre à disposition les slides. Aurore vous les enverra, je pense. On doit avoir les emails d'invitation. On vous les fera parvenir. C'est ça, et en plus, du coup, le webinaire a été filmé. Et donc, normalement, il sera transmis sur les réseaux sociaux, disponible sur les réseaux sociaux pour revoir et ainsi de suite.